Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique sur une série que j'ai terminée, une série que j'ai adorée. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu du négatif aussi en avant, mais j'ai tellement été conquise par le récit que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Et avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates de mars. Voilà, donc mars, je serai à la Médine-Asia et je serai toute seule malheureusement parce que vu le prix exorbitant des billets de train, je ne peux pas me permettre, voilà, de faire déplacer mes auteurs à ce prix-ci. Ensuite, je serai à Bondy à côté de Lille et enfin à Aix-en-Provence à la fin du mois. Au mois d'avril, je vous mets les dates juste ici, mais normalement les auteurs seront plus présents pour ces dédicaces. Si, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. La trilogie de Poudremage de Brian McClellan, avec donc comme petit nom, La promesse du sang, La campagne écarlate et donc La République d'automne. La République d'automne vient de sortir au mois de janvier. Il faut savoir que c'est une trilogie, qu'en anglais il y a une autre trilogie qui se passe dans le même univers que Poudremage. C'est des livres que j'ai reçus en SP depuis qu'ils sont sortis. Si vous êtes intéressé par de la fantasy qui sort de l'ordinaire, par beaucoup d'épiques et surtout beaucoup de complots politiques, on est parti parce que là faut astiquer nos fusils, on a de la poudre à sniffer. C'est pas la poudre que vous pensez, voilà. Poudremage, donc c'est une trilogie qui a un contexte un petit peu particulier, un contexte original et qui moi m'a parlé parce que ça change un peu du médiéval. Pourtant c'est une époque que j'apprécie pas forcément beaucoup en histoire parce que je déteste Napoléon. Voilà, j'ai un truc avec Napoléon depuis que je suis gamine, j'aime pas Napoléon. La période, c'est vrai que c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Brian, il a réussi vraiment à... Oui, je l'appelle par son petit nom, voilà, comme Georges. Il a vraiment réussi à insuffler une espèce de fantaisie rafraîchissante qui mêle ce côté historique tout en s'en éloignant, en rendant les choses un peu plus palpitantes. La série de Poudremage, c'est une série qui a un parti pris. Dès le début, on va suivre le général Tamas, ce beau gosse. C'est un homme qui est dans sa vie un peu perdu, du moins il a perdu sa femme de façon horrible, elle s'est fait exécuter. Voilà, ça s'est un peu mal passé. Il a un fils qui s'appelle Taniel, c'est mon chouchou dans le récit, avec qui il a des tensions familiales dues à pas mal de complexité, du fait qu'il soit son général. Tamas, il est super apprécié de ses hommes. Au début du récit, on est donc sur une royauté qui va être renversée totalement par le général Tamas, qui va décider de prendre le pouvoir parce que les nobles font quasiment n'importe quoi, du moins le roi en place laisse son peuple crever de faim, il y a un autre pays opposant qui menace de faire la guerre et ils sont pas du tout prêts. Bref, c'est vraiment, on prend le royaume parce que la royauté nous pousse à faire ça, donc voilà, on est sur un contexte historique qui rappelle cette époque-ci, et Tamas, il va un petit peu avec de bonnes volontés, du moins il a ses volontés personnelles, mais tu vois qu'il est quand même guidé par un certain sens de la justice au début, et on va donc suivre ce coup d'état et surtout la mise en place d'un coup d'état et les conséquences de la gestion d'un pays. C'est ce qui est pour moi un des trucs les plus intéressants parce que c'est assez peu présent je trouve en imaginaire que ça soit aussi poussé. C'est comment tu te retrouves à la tête d'un royaume et tu vas gérer le peuple qui crève la dalle, une guerre et des dieux qui réapparaissent et qui foutent le bordel. C'est un récit à multi-points de vue. Les points de vue principaux, c'est le point de vue de Tamas, voilà, lui avec sa guerre notamment contre les Kez qui sont les grands opposants, ça va être beaucoup plus se complexifier. Et ensuite on a aussi le point de vue d'Adamat. Adamat, c'est un inspecteur. Au début du récit, malheureusement il va être pris dans un étau un peu infernal, on va menacer sa famille, il va devoir un peu espionner Tamas et ça va lui jouer des tours, donc on va suivre son point de vue lui un peu plus familial et surtout un peu moins dans l'armée. C'est pas un combattant Adamat, c'est plus je dirais pas un politicien, mais quelqu'un qui va renifler là où il faut pas. Et en même temps, par son point de vue, on va découvrir un peu qui est le méchant du récit. Voilà, c'est un peu plus complexe. Et enfin, et surtout, on a en point de vue principal le point de vue de Taniel. Taniel, c'est le fils de Tamas, c'est mon cœur love de récit. C'est un jeune homme alors qui part mal dans la vie. En fait, on a envie de le prendre dans ses bras dès le début du récit. Alors Taniel, il a perdu sa mère, hein, dans des voilà, de façon un peu horrible. Et il était très amoureux d'une femme qui s'appelle Vlora, qui est une Poudremage comme lui, et Vlora va le tromper, voilà, il va l'apprendre, il va très mal le vivre, et il va notamment mal le vivre parce que son père aurait énormément voulu qu'il épouse Vlora, pour plein de raisons, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps et que c'est une femme, c'est une Poudremage quoi, elle a la classe et elle est surtout très douée.
Et il va lui partir un petit peu et faire la rencontre quelque temps après d'une sorcière qui s'appelle Capole, je sais pas comment il le prononce dans le texte, donc il l'appelle la petite sauvage. C'est une jeune fille rousse qui pratique la sorcellerie avec son clan, voilà, très très éloigné de ce pays-là. Il pratique une sorcellerie qui est assez différente de la sorcellerie des Poudremages. Donc voilà, on a ces 3 points de vue là, mais vous allez au fur et à mesure des tomes, notamment dans le tome 2, vous allez suivre le point de vue de Beau, qui fait partie d'une cabale par exemple, de Olem qui est un des soldats de Tamas, et dans celui-ci il y a même Vlora, voilà. On va avoir une diversification des points de vue parce que le récit va forcément grossir, mais c'est un peu nos petits 3 personnages importants du texte. Alors on va parler, je pense, du système de Poudremage qui a un système totalement nouveau. Si vous êtes un peu amateur de fantasy à la Brandon Sanderson, ça peut vous plaire sur ce point de vue là parce qu'on a un système de magie qui est créé de A à Z. Donc dans ce texte-ci, on a plusieurs types de mages, on va dire. Donc on a les espèces de sorcières comme Capole qui pratiquent une ancienne magie un peu glauque mais super intéressante, hyper visuelle, je vous laisserai découvrir. On a donc ces Poudremages qui sont un petit peu éparpillés dans les 3 grands pays qui sont donc le pays où se situe l'histoire, le pays de Kez et c'est Burdan, je crois, le 3e pays. Et ces Poudremages, ils sont un peu en différents classifications, donc t'as les doués, c'est un peu ceux qui sentent la magie, t'as d'autres classifications et t'as les Poudremages qui sont un peu le high level du texte, c'est-à-dire que eux ils pratiquent la magie avec la poudre, c'est-à-dire qu'ils sniffent des trucs ou voilà pour se mettre un peu en transe, ou sinon ils se servent des armes à feu et ils peuvent voilà faire des trucs de ouf. Visuellement c'est hyper impactant, en série ça serait oufissime, vraiment. Et on a aussi d'autres, voilà, on a d'autres statuts de magie un peu plus développés que je vous laisserai découvrir, c'est un peu complexe mais ça se suit très très bien. Donc en soi, le système de magie, il est super chouette parce que déjà, ça rend les combats hyper épiques et ça change, c'est-à-dire que ça se tape pas dans des épées, c'est du genre, t'as des combats à l'arme à feu, voilà, mais t'as surtout des combats épiques avec de la magie, la poudre leur permet d'avoir un peu ce côté pas berserker, mais quand ils sont en transe, ils sont capables de faire des trucs surhumains, et le système est assez complexe parce que chacun a des spécialités et surtout, t'as plusieurs... Les gens sont plus ou moins doués et ça c'est assez chouette. Le système de magie pour moi c'est une réussite parce qu'il est pas trop complexe et en même temps il est assez développé. Après c'est pas l'intérêt majeur du texte, l'intérêt majeur du texte c'est la politique, on en reviendra après. Ensuite les personnages. Je dois dire, alors j'ai pleuré à la fin du tome 3, voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez. J'ai été attachée émotionnellement au personnage. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a pas mal de gens dans le tome 1 qui trouvaient le récit assez froid, parce que c'est pas un livre où les personnages vont exprimer leurs sentiments à toutes les pages. C'est beaucoup dans les sous-entendus, dans les actions, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est ce que je trouve assez brillant avec ce texte-ci. Et les personnages ont tous des... passé assez compliqué, des caractères très très différents, c'est des personnages qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils font des actions qui sont blâmables, et en même temps on a de l'attachement, et voilà, il y a des petites histoires d'amour, et il y a des tragédies, il y a des amours déçus, bref c'est assez complexe, et notamment le nœud amoureux va être beaucoup plus présent dans le tome 3, et est vachement bien fait en fait. Il y a un espèce de triangle amoureux qui est vraiment réussi et qui arrive à parler d'une thématique notamment sur la tromperie en ne peignant pas le personnage principal de l'acteur de la tromperie comme étant la fille horrible, infâme, mon dieu c'est une femme trompeuse et tout, en parlant du pourquoi elle l'a fait, les regrets, le pardon et tout. C'est très très beau la façon dont c'est fait, moi ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vous dis, les personnages ont beaucoup de relations entre eux parce que tu arrives dans le récit, ils se connaissent déjà. Ils ont déjà fait, alors soit ils ont la relation de guerre, c'est-à-dire que c'est leur général ou ce genre de choses, mais c'est des amis, soit c'est une relation qui est familiale ou presque une relation d'adoption, donc c'est assez beau. Et en même temps, il y a un truc un peu de on ne dit rien, ou du moins on dit dans les gestes, dans les regards, dans le texte c'est plus parlant que les mots. Voilà, genre les seuls mots, on va dire, que les personnages se disent de touchant, c'est surtout dans le tome 3 à la fin, et ils te détruisent, parce que comme c'est pas des gens qui sont très expansifs à la base, ça te détruit, voilà, tu lis ça, tu fais oh mon dieu, voilà. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est traité, même les relations père-fils, où tout du long on va pas faire du genre ouais c'est un père froid mais on s'aime et tout va bien se résoudre et tout, c'est plus complexe, voilà, les relations elles se nouent, elles sont assez sympas, mais vous attendez pas à avoir
quelque chose de très développé là-dessus. C'est plus, je pense, dans ta lecture que tu vas t'attacher progressivement au personnage. Moi, ça l'a fait, ça faisait longtemps. Voilà, cet attachement émotionnel, ça faisait longtemps que j'avais pleuré dans un livre. Donc je tiens à le souligner que, voilà, quand j'ai entamé le tome 3, il fallait pas toucher à Taniel, parce que sinon j'allais vraiment me mettre en colère. Mais comme je vous dis, la romance et tout, c'est en arrière-plan. C'est pas du tout la base. La base de l'histoire, c'est la politique. C'est vraiment le point qui va vous pousser à aimer ou non ce récit. Quand je vous dis que c'est de la politique, c'est essentiellement de la politique. Il y a des scènes de combat, voilà, qui sont parfois très épiques, avec vraiment, c'est un peu pas les scènes de combat à la Erickson, mais quand il y a des morts, il y a des milliers de morts, il y a des dizaines de milliers de morts, on est dans une vraie guerre, quoi. Il y a beaucoup de personnages qui meurent, notamment des personnages assez importants du récit. Voilà, il n'y a pas de concession sur le fait que c'est le personnage principal, donc il va devoir survivre tout le temps. C'est ça qui est assez intéressant, c'est assez réaliste là-dedans. Donc voilà, on est sur ce contexte politique qui est autant sur l'armée, donc voilà, c'est vraiment les générales, comment on va lancer stratégiquement pour défendre et tout. La politique entre les pays, parce que les pays sont en guerre, donc voilà, il y a des pays qui vont attaquer là, donc il faut poser plusieurs troupes, il y a de la stratégie, et le politique, il va aussi se tendre à la religion. Dans le texte, donc comme je vous le disais, les dieux interviennent, notamment il y a 2 dieux très importants je vais pas vous spoiler parce que sinon ça va être du spoil du tome 3, mais nous avons 2 dieux qui se situent dans les 2 pays, voilà, qui sont un peu opposés, et ce que j'aime bien, c'est que les dieux dedans, notamment le dieu qui est plutôt positif du récit, c'est un dieu qui est très doué en cuisine. C'est très drôle, il est cuisinier dans le texte. Et voilà, c'est assez frais, il y a cette petite touche dedans qui promet. C'est pas un récit où il y a de l'humour, voilà, c'est pas un récit, c'est un récit qui est assez sérieux, même très sérieux sur ses thématiques là-dessus. Bon, parfois il y a quelques petites vannes, voilà, entre les personnages, mais on parle de ça, on parle aussi un petit peu du rapport à la religion, et c'est aussi, ce que j'aime, c'est aussi le fait que on suit les dieux et le sentiment qu'ils ont parfois de la responsabilité des humains qu'ils ont à leur côté. Donc voilà, ça donne une espèce de dimension, et surtout ça donne des enjeux où les personnages, clairement, il y a tellement de problèmes que c'est très compliqué, et on sait pas comment on va s'en sortir, ou si on va s'en sortir. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc pour moi, ça a été totalement une réussite parce que ça regroupe des choses que j'aime. C'était pas non plus trop complexe, et c'était pas du genre à la Erickson où ça prend des plombes à expliquer et tout. C'est un récit où tu dévores un peu parce que y a pas mal de choses. Même si t'as de la politique, tu vas avoir une attaque, donc forcément ça va se précipiter et tout. À un moment, tu vas avoir des personnages, il y a des tentatives d'assassinat. C'est un livre qui bouge beaucoup. C'est pas parce que ça veut dire, quand on dit politique, que ça veut dire ennui forcément. Voilà, c'est juste que c'est pas un récit qui va être forcément très tout le temps dans l'épique, dans la bataille et tout. Non, on réfléchit, on pose des choses, et ça donne quelque chose de crédible. Il y a une véritable esthétique au roman, voilà, qui est un peu napoléonien, que ce soit les costumes, l'armement, même la société, comment elle est construite. Bref, pour moi ça a été une réussite parce que je trouve que l'auteur a pensé à beaucoup de choses pour réussir ce coup d'état, et en même temps ils ont du mal à... En même temps c'est pas facile, voilà, le récit ne prône pas la facilité. Voilà, donc dans le tome 1, c'est vraiment une grosse introduction dans mes souvenirs. Je vous laisserai vous reporter aux updates lectures que j'ai fait déjà sur le sujet, mais ça place les personnages, ça place les enjeux, et ça place la politique. On est vraiment sur le coup d'état et présenter les personnages dans le tome 1. Dans le tome 2, ici, c'est vraiment à mon sens le tome qui développe les personnages, qui développe les enjeux du récit, notamment tout ce qui est politique et tout ce qui est lié aux dieux. Toujours des rebondissements en fait dans Poudre-Masque que j'apprécie pas mal, c'est qu'on sait jamais vers où on va, voilà, où ça va mener, comment ça va arriver, surtout dans les 2 premiers, un peu emmené vers l'inconnu, et en même temps c'est assez palpitant. Il y a un gros bouleversement, dans le tome 2 il y a un truc qui se passe qui fait que ça renverse un petit peu tout. C'est aussi un tome où il y a pas mal de défaites et tout, donc c'est assez chouette à suivre. Et j'avais plus envie de vous parler un petit peu du tome 3 où j'ai un peu plus, en fait, si je dois dire un petit côté négatif à cette série, ça serait plutôt dans ce tome-ci. Je vais pas vous spoiler bien sûr. Avant d'en parler, je voulais simplement aussi rappeler que Poudre-Mâche, qui m'a plu, c'est que ça casse pas mal de clichés. Elles peuvent avoir des statuts assez élevés dans l'armée, je veux dire,
que ça soit Vlora ou même Capol, qui est la sorcière dans le texte, c'est des personnages qui sont déterminants voilà, dans cette guerre. Et notamment, il y a un personnage qui s'appelle Nila, qui est le personnage qui, moi, m'a posé le petit problème en fait dans ce tome-ci, qui est une lavandière dans le tome 1, qui va se révéler être un peu plus que ça. Dans le tome 2, en fait, je trouve que le personnage de Nila souffre du personnage de la Marissou. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est un peu cheaté, qui a tous les pouvoirs, qui est doué de tout, et qui évolue super vite et tout ça. Donc ça, c'est dommage. Et dans ce tome 3, je savais comment ça allait se finir. On savait comment ça allait aboutir, à quoi. Il y avait des choses qui étaient prévisibles. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans ce sens-ci. Je pensais à des grandes batailles épiques et tout. C'est assez désarmant là-dessus. Il y a un élément qui est prévisible, mais le reste non. Voilà, c'est assez étonnant et en même temps c'est une fin qui est fermée et ouverte en même temps, je tiens à vous le dire. Voilà, ça se conclut, mais tu sais que tu peux avoir voilà, quelque chose ensuite à découvrir. Mais c'est vrai que ce personnage de Nila est un peu la faiblesse parce que tout est crédible en fait dans le texte, voilà, parce que les personnages sont des vieux de la vieille, du moins c'est de l'armée, même s'ils sont cheatés pour être comme Poudremage. Ils se sont entraînés depuis des années. Nila, c'est du genre, on va mettre ce personnage-ci qui est un peu important dans ce texte-ci. Elle vient pas en figure de Deus Ex Machina, mais elle vient en mode, il nous faut il y a beaucoup de morts, il nous faut un personnage pour contrebalancer, et Nila va servir à ça. Donc c'est ça qui m'a un petit peu déplu dans celui-ci. Mais au début, quand j'ai vu que ça allait dans une direction où je pensais pas que ça allait, je me suis dit, ah dommage qu'on n'ait pas ça, et en fait j'ai vraiment été embarquée dedans parce que bah, c'était surprenant jusqu'à la fin. Voilà, il y a des révélations qui étaient assez chouettes, qui sortent de l'ultime bataille finale où tout le monde doit se défendre dans des trucs énormes à la Seigneur des Anneaux et tout. Là c'est beaucoup plus intimiste et je trouve beaucoup plus percutant, voilà, sur ce que le texte a à dire. Mais voilà, le texte il fait 500 pages comme ceci, donc Léa c'est pas écrit, voilà, ça fait quand même un peu de lecture et je n'ai pas vu ma lecture passer. Je n'avais envie que de lire pour savoir comment allait se terminer, et en même temps j'avais pas envie de le finir parce que je voulais pas quitter cet univers. Donc c'est vraiment que l'univers m'a parlé, les personnages m'ont parlé et les thématiques m'ont parlé dans le texte. Il y en a beaucoup et notamment les tomes ouvrent vraiment à chaque fois à d'autres thématiques, à d'autres enjeux, à d'autres questions, et ça je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, je trouve que c'est un texte qui est intelligemment écrit. Ce que j'ai aimé, c'est que derrière ce texte qui est quand même très militaire, hein, c'est de la fantasy militaire, de la fantasy politique, de la fantasy à coup d'état, on a des thématiques très touchantes, des thématiques qui sont pas forcément énormément abordées, des personnages qui changent. Je veux dire, le personnage de Capol, qui est quand même une sorcière, au début on sait pas trop si elle est positive ou négative, qui est muette, on s'y attache autant qu'un personnage qui peut exprimer, voilà, ses sentiments et tout. Là, la façon dont c'est fait, c'est un des personnages les plus attachants du récit, et en même temps, même si ça reprend un petit peu des clichés littéraires et tout, c'est super chouette la façon dont c'est fait. Je pense que c'est un récit qui vous marquera, notamment la fin est très marquante et très touchante, et je n'ai qu'une hâte, c'est que un jour on ait la suite, ou du moins c'est pas vraiment une suite, mais la nouvelle trilogie de cet auteur en France, parce que ça donne un souffle d'air frais à la fantasy, ça change, et merci mon Dieu de sortir un peu de la médiéval fantasy pour proposer ça, et j'aimerais vraiment qu'on ait plus de fantasy à la Napoléon parce que c'est hyper cool en termes de combat et en termes d'univers. Voilà, je vous conseille énormément de lire Poudremage, de vous faire un avis. Alors le tome 1 est assez introductif, je pense que vous serez pas déçus en lisant le tome 2. Si vous n'aimez pas la fantasy où il y a trop de complots, trop de combats et tout ça, c'est pas du tout fait pour vous. Mais en même temps, c'est une fantasy qui est aussi un petit peu dégueu parfois. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de violence. Notamment, il y a des membres qui s'arrachent et tout ça. Donc voilà, des fois, c'est la guerre, quoi. On n'est pas là pour pinailler, mais c'est ce qui en fait le côté assez chouette. Et j'aime bien le travail éditorial du genre, les couvertures sont vraiment bien... Je trouve qu'elles vont très très bien ensemble, ça, les dos aussi rentrent très très bien en bibliothèque. Et moi je pense que c'est une série qui va me marquer
pendant très longtemps, et à mon sens c'est ma saga préférée de chez Léa. Oui, c'est ma saga préférée de chez Léa pour l'instant, et ouais, mon petit Poudre-Mage, je suis très triste de l'avoir fini, que voilà, je n'aurai rien à lire de notre cher Tama Soutaniel, voilà, donc ça c'est assez triste, mais ça montre bien que l'univers m'a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, et même si vous n'avez pas aimé, de me dire pourquoi et tout, je suis toujours très curieuse d'avoir votre avis. Et je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne journée.